Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, 2025 nous voilà, c'est bon pour la santé, docteur Serge Rafale, meilleurs vœux ainsi qu'à tous nos auditeurs et auditrices. Bonjour Nicolas. Eh bien on est heureux de vous retrouver en 2025 pour ce rendez-vous hebdomadaire, c'est bon pour la santé, le MAG, pour ce premier numéro de l'année civile. On a le plaisir de recevoir un ami fidèle de l'émission, le docteur Jean-David Zetoun. Bonjour. Vous aviez été notre invité, bonne année à vous également. Vous aviez été notre invité en 2021 pour la grande extension, puis en 2023 pour le suicide de l'espèce. On y reviendra dans la deuxième partie du magazine. Et vous nous proposez cette fois-ci une réflexion totalement d'actualité socio-épidémiologique et surtout scientifique. Votre dernier ouvrage paru chez De Noël, Les causes de la violence. Dernier ouvrage au titre explicite. On est avec vous pour cette petite heure. Tout de suite, c'est l'entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Zetoun, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux, comme l'a dit Nicolas, de vous accueillir à nouveau. Alors, vous nous proposez un essai original, passionnant, très documenté sur un phénomène, la violence, dont on a le sentiment qu'elle est de plus en plus présente dans nos vies. Pas une journée ne se passe sans que les médias ne rendent compte de meurtres, de règlements de comptes, de tentatives d'homicide, de refus d'obtempérer avec agression de fonctionnaires de police, de bagarres de bande comme la semaine dernière devant le lycée Rodin, de fusillades entre voyous avec balles perdues, Sokena tué à Marseille en 2023, d'agressions et de meurtres terribles contre des professeurs des écoles, Jonathan Sandler et 3 écoliers à Toulouse en 2012, Samuel Paty en 2020, Agnès Lassalle et Dominique Bernard en 2023, des attaques terroristes contre le marché de Magdebourg le 20 décembre et le quartier français de la Nouvelle-Orléans la semaine dernière, sans parler des incivilités ou des actes antisémites depuis le 7 octobre. Alors, vous n'êtes pas seulement gastro-entérologue, mais également docteur en épidémiologie clinique. Vous faites la science de la santé des populations, diplômé de Sciences Po, ce qui explique le choix de vos sujets mi-sociétaux, mi-médicaux antérieurs, cette fois-ci la violence. Alors nous allons partir à sa découverte et comprendre, sans spolier vos réflexions et vos conclusions, qu'il existe un décalage entre la croyance populaire, les hommes sont génétiquement violents, ce caractère a été sélectionné par la violence l'évolution des espèces, les hommes sont doués pour l'exercer, la violence est strictement individuelle, et les connaissances scientifiques auxquelles vous faites bien sûr appel de par votre formation. Alors entrons dans quelques chapitres choisis de votre dernier opus, les causes de la violence. Les chiffres, docteur Zetoun, de la violence, difficile à imaginer, mais en baisse, semble-t-il, actuellement. Sur le très long terme, la violence, en tout cas quand on la mesure avec les homicides, qui est quand même un indicateur pertinent, même si ce n'est pas le seul, sur le très long terme, c'est en baisse. Sur le moyen terme, c'est stable, c'est-à-dire c'est entre 400 et 450 000 homicides par an dans le monde, et entre 800 et 1000 par an en France. Et sur le court terme, pour la France, on pourra parler d'autres géographies, c'est un peu en hausse malheureusement depuis 2 ans, puisqu'effectivement, ça fait 2 ans qu'on a passé la barre des 1000 homicides par an en France pour 600 000 morts, donc c'est 0,16% de la mortalité française annuelle. Et on verra bientôt les chiffres de 2024 qui probablement seront aussi au-dessus des 1000. La violence, vous l'avez dit, alors vous donnez une comparaison là, dans votre ouvrage, vous dites elle tue 2 fois plus que le cancer du poumon, 3 fois plus que le diabète et 6 fois plus que le cancer du sein. Oui, ça c'est quand on prend toute la mortalité violente, c'est-à-dire pas seulement les homicides dont je viens de parler, mais aussi les suicides, entre 750 et 800 000 par an, et les accidents. Donc toute la violence mondiale, toute la mortalité violente mondiale, c'est effectivement 8% de la mortalité annuelle, soit 5 millions de morts par an. Et ça, c'est plus que beaucoup de maladies. Si on se réduit aux homicides, qui sont 1/10 de ça, là, on est dans des proportions qui sont moins impressionnantes, même si c'est toujours trop à nos yeux. Alors, en France, vous écrivez que la violence est un phénomène stressant, mais sa perception, son impact dépasse son bilan factuel. Sa mortalité est objectivement faible. Oui, c'est vrai, vous le savez comme moi, c'est comme d'autres maladies. Si je vous prends par exemple au hasard la maladie de Charcot, c'est très rare, mais ça fait peur à tout le monde. La violence, c'est un peu pareil. L'image associée à un dommage corporel, que ce soit une blessure ou un décès, elle fait que notre perception est plus ou moins alignée sur la réalité statistique. Dans le cas de la violence, on a probablement trop peur de mourir violemment, alors que ça ne nous arrivera certainement pas.
Objectivement, elle a baissé. Vous dites, dans les années 80-90, c'était entre 1200 et 1800 meurtres et assassinats par an, soit 5 crimes par jour. Actuellement, c'est autour de 2. Oui, c'est ça. Alors, pour les homicides en France, on est à 800, entre 800 et 1000 par an, donc ça fait entre 2 et 3 par jour. Essentiellement masculin. Là, vous dites 90% des perpétrateurs et 80% des victimes sont des messieurs. Oui, il y a une domination masculine du marché de la violence. Pour ce qui est des perpétrateurs, c'est écrasant et c'est une constante historique et même préhistorique, c'est-à-dire que les hommes jeunes ont toujours été le profil largement majoritaire des perpétrateurs. Entre 80 et 90, voire 95% des perpétrateurs sont des hommes. Ce sont aussi plus souvent les victimes, même si c'est un peu moins fréquent. Et en général, le schéma typique, surtout quand la violence a lieu dans l'espace public, c'est un homme de 15 et 30 ans contre un homme de 15 et 30 ans qui, le plus souvent, se connaissent au moins un peu et ne se tuent pas à la fin, puisqu'il y a seulement une tentative d'homicide sur 3 ou sur 4 qui est efficace. Quand la violence passe dans l'espace privé, là, effectivement, le schéma change et la victime devient une femme, même si le perpétrateur reste un homme. Beaucoup de disciplines ont réfléchi à la violence, mais sans dialoguer entre elles. Alors, vous évoquez la philosophie, l'histoire, les sciences sociales, et paradoxalement, vous dites que c'est la littérature qui a le mieux compris la violence. Votre ouvrage démarre d'ailleurs par Crime et Châtiment de Dostoïevski. Oui, c'est vrai. J'ai eu l'impression qu'il y avait des lacunes dans les différentes disciplines qui s'intéressaient à la violence. La philosophie, par exemple, s'est intéressée à la violence. Elle a produit des textes intéressants, mais qui se limitent à la violence qui a un sens, puisque la philosophie travaille quand même sur le sens de la vie. Et souvent, la violence n'a pas de sens. Elle peut survenir un peu par hasard ou par accident presque. Ça, la philosophie mais avec un certain nombre de conditions quand même. Mais On il y y a reviendra des tout à causes, l'heure. mais ce On ne y sont pas des reviendra. causes qui ont une signification pour nous. Ensuite, la sociologie, je pense qu'elle est efficace, mais elle est limitée par son spectre naturel qui est justement l'étude des populations en société. Et il y a parfois des causes non sociales, comme des causes physiques. La drogue, l'alcool, les pics de température, les polluants du cerveau sont des causes physiques qui échappent complètement à la sociologie. L'épidémiologie, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la science de la santé des populations, elle est agnostique de ça. Elle s'en fiche. Elle cherche juste les causes des problèmes. Et donc, je trouve qu'elle permet d'avancer sur une compréhension d'ensemble. C'est ce que j'ai essayé de faire. Pour répondre plus directement à votre question, effectivement, je me suis rendu compte en lisant des classiques, donc Dostoïevski, Bernanos, mais aussi des tragédies grecques, que très souvent, chez les très grands auteurs, on trouvait une accumulation de causes réelles dans les romans qui produisent des histoires qui évidemment sont inventées, mais sont scientifiquement plausibles. Et Dostoïevski et Bernanos sont, je trouve, une illustration assez impressionnante de ça. Alors, il y a un triangle des causes de la violence à travers l'histoire. En premier, la culture, les conditions de vie et les causes physiques. Ouais, c'est ça. Quand on regarde l'ensemble des causes qui ont été prouvées par la littérature scientifique, pas la littérature littéraire, sur la violence, et qu'on essaye un petit peu de les classifier pour avoir un peu un modèle ou une compréhension d'ensemble et pas juste une liste de 15, 20, 30 causes qui justement ne seraient pas cohérentes pour nous, on peut en gros les faire entrer dans 3 catégories qui sont premièrement la culture. Est-ce que nos croyances, nos valeurs, notre mentalité nous poussent ou pas à la violence ? Au Moyen-Âge, c'était le cas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Au Moyen-Âge, on trouvait que la violence, c'était bien. Aujourd'hui, on trouve pratiquement tous que la violence, c'est mal. Deuxièmement, les conditions de vie ou les expériences négatives de la vie, qui sont des causes qui ont une puissance statistique très importante. Elles augmentent énormément le risque de perpétrer un acte violent contre soi-même ou contre quelqu'un d'autre. Notamment les traumatismes infantiles augmentent énormément ça. Et puis troisièmement, il y a des causes physiques dont j'ai parlé tout à l'heure, les pics de température, l'alcool, la drogue, les polluants du cerveau. Et tout ça, ça a un effet un peu biologique direct sur nous pour nous pousser à la violence, toutes choses égales par ailleurs. Alors, les chiffres étaient très, très impressionnants au Moyen-Âge. Ça diminue la violence et vous dites il y a un certain nombre de facteurs qui les expliquent. Le processus de civilisation. Et vous dites il est lié à 2 facteurs, l'expansion de l'État et la confiance qu'on a en lui et l'économie de marché. Oui, c'est la théorie la plus connue de Norbert Elias, qui est complètement brillante, parce que Elias avait moins de matériel, notamment moins de données et moins de statistiques que nous aujourd'hui pour prouver ces choses-là. Et pourtant, il a réussi à voir ça. Il l'a décrit d'ailleurs dans des termes qui sont presque narratifs. Et donc, le processus de civilisation, terme qu'il a inventé en quelque sorte, c'est quelque chose qui fait que les mentalités évoluent pour justement changer sa vision de la violence. Et effectivement, il l'a attribué
à l'expansion de l'État. Et le fait que l'État, comme il vous protège, donne moins envie aux individus de se rendre justice ou de se retourner contre leurs voisins s'ils ont un problème. Et deuxièmement, l'économie de marché qui oblige un petit peu à pacifier ses relations avec son collègue, son voisin ou qui vous voulez, parce qu'il faut que le business se fasse. Une autre explication sociologique, la perte d'importance de la notion d'honneur. On se battait vraiment pour n'importe quelle Exactement, raison. ça c'est autre chose. Et effectivement, l'honneur, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal, puisque si je vous insultais ou que je vous vexais, vous étiez susceptible, et toute la société vous y encourageait, à répondre violemment à une simple vexation, alors qu'aujourd'hui, quand quelqu'un nous vexe, il arrive même parfois qu'on ne réponde pas. Les députés pouvaient se retrouver le matin sur un champ d'honneur. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'il y a plein de personnalités connues qui sont décédées en duel, mais pour des raisons dérisoires. Ou en tout cas qui aujourd'hui, à nos yeux, justement, dans notre culture, sont dérisoires. Alors, deux autres faits que vous signalez. Vous dites la croissance de la religion protestante, avec son éthique du devoir, de la solidarité, de la bonne conduite, et l'émergence de l'individualisme. Oui, ce sont d'autres causes probables qui participent avec le processus de civilisation à faire baisser la violence sur le très long terme, c'est-à-dire depuis la fin du Moyen-Âge en gros. Le protestantisme, parce que sa mentalité est différente. Et puis l'individualisme, non pas parce que ça pousse les gens à être égoïstes, ce qui n'est pas trop le cas, mais parce que ça met en valeur l'individu. Ça donne un prix à l'individu qui est supérieur à la société d'avant. Aujourd'hui, si l'individu est important, je ne peux pas lui faire du mal. Et d'ailleurs, je ne peux pas forcément non plus me suicider parce que ma vie a un prix. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, pour ce qui est de la violence et des homicides, il est très probable que l'individualisme a joué un rôle positif, encore une fois, sur le très long terme. Et vous dites les homicides sont 100 fois plus bas qu'au Moyen-Âge et 2-3 fois moins qu'un siècle plus tôt, mais le sentiment d'insécurité, lui, persiste ou progresse, car la civilisation fait que la violence est de moins en moins tolérée. Ça paraît évident. En fait, justement, le fait que, alors que la violence est beaucoup moins fréquente qu'avant, de manière objective et massive statistiquement, on soit tous sensibles à ça, qu'on en ait peur ou qu'on trouve qu'elle est trop fréquente, c'est parce que nous ne la supportons plus. Et ça, c'est un résultat direct du processus de civilisation. Avant, on supportait la violence, donc même si elle était beaucoup plus fréquente, finalement, il est possible que les gens étaient psychologiquement moins traumatisés par les événements violents qui peuvent advenir. Aujourd'hui, tout événement violent nous choque. C'est une bonne chose du point de vue de la culture qu'on a, c'est une mauvaise chose quand ça arrive, évidemment. C'est plus violent ou c'est le sentiment d'insécurité qui est plus grand ? Le sentiment d'insécurité a dû augmenter à cause de ce processus de civilisation et aussi parce que, contrairement à avant, il y a une viralité des événements violents qui fait qu'ils sont plus médiatisés que des événements différents. Alors, la théorie biologique, les hommes sont-ils violents par nature ? Est-ce qu'ils sont biologiquement déterminés à se comporter violemment ? La réponse d'ensemble est non, à une exception près, qui est le profil, et je l'ai dit tout à l'heure, le profil, c'est l'homme jeune, c'est-à-dire l'homme entre 15 et 30 ans. Et on ne sait pas pourquoi, il faut le dire, hein, on ne sait pas pourquoi, l'explication hormonale est un peu faible, et il faut reconnaître que la préhistoire, le Moyen-Âge, la Renaissance, la modernité, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle, le perpétrateur est dans 80 à 90% des cas un homme entre 15 et 30 ans, c'est un peu un mystère qui traverse des milliers d'années. À l'exception de ça, aucun argument valable ne suggère que notre espèce est une espèce qui a été faite pour la violence. Les primates se réconcilient également. Par exemple, c'est un argument contre, qui est que les primates, qui sont nos cousins les plus proches dans l'ensemble de l'arbre généalogique des espèces, sont rarement violents. Ils peuvent être violents, hein. C'est possible, comme nous. C'est une option, mais c'est une option minoritaire. Elle est très minoritaire. Vous dites ils sont très violents, mais 99% de leur temps se situe dans la non-violence. Exactement, en fait. mais comme vous et moi d'ailleurs. Et nous, c'est peut-être même plus que 99%. Donc les primates, premièrement, ne sont pas violents. Deuxièmement, il peut leur arriver de l'être, mais de façon rare. Et quand ça arrive, on sait qu'ils n'aiment pas ça. Parce qu'il a été prouvé qu'ils étaient stressés, même quand ils avaient gagné un combat, et qu'ils cherchaient à se réconcilier avec la personne, avec l'autre primate avec qui il s'était disputé ou même avec qui il s'était battu. Tout ça a été très très bien prouvé et c'est un argument supplémentaire qui suggère que donc non, on n'est pas fait pour ça, on n'aime pas ça. Oui, il s'inquiète, vous l'expliquez, pour la relation, la qualité de Exactement. la relation ultérieure. Ils ont une vision sociale de l'existence, pas une vision purement individualiste. Et donc, même s'ils ont gagné une dispute ou un conflit, ils veulent se réconcilier avec l'autre congénère. Et donc, ils cherchent à faire ça. Et d'ailleurs, ils se réconcilient. Et on sait qu'après une réconciliation, le stress chute.
L'évolution de l'espèce, vous expliquez qu'elle n'a pas sélectionné des organismes programmés pour la violence. Exactement, alors que c'est probablement la croyance la plus répandue. Quand on voit des gens se comporter violemment, on a souvent des commentaires de commentateurs, mais pas d'experts, qui disent, vous voyez, on a été programmé comme ça par notre évolution quand on était dans un milieu naturel, parce qu'il fallait être le plus fort pour survivre. Ça n'est pas vrai du tout, et personne au sein de la science de l'évolution ne dit réellement ça. Et c'est même le contraire qui est vrai, puisque comme on a eu à se défendre contre des prédateurs, on a eu beaucoup plus intérêt à être complices et à coopérer entre nous que à s'agresser les uns les autres. Donc si l'évolution nous a programmés pour être d'une certaine façon du point de vue comportemental, ce qui encore une fois n'est pas complètement démontré, c'est beaucoup plus pour être complice que pour être agresseur. D'autant, vous l'expliquez, qu'on est incompétent en matière de violence. Et ça, c'est un troisième argument très puissant, c'est que toutes les études sociologiques qui observent finement nos comportements pendant une scène violente montrent à quel point on est effectivement, premièrement, apeuré à l'idée de le faire, et si jamais on se lance, on est incompétent. On ne sait pas se battre. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'apprend pour les gens dont c'est le métier. Mais sinon, la plupart des scènes de violence sont esthétiquement pathétiques. Il n'y a que dans les films que c'est beau. Mais c'est artificiel, c'est pas réaliste. Et vous expliquez les raisons de cette incompétence, principalement la tension et la peur. Vous expliquez là, d'ailleurs, vous dites, même chez les criminels, chez les gangsters, c'est difficile de tuer. Exactement, et la plupart lâchent la carrière après 30 ans parce qu'ils sont épuisés psychologiquement d'avoir eu à tuer des gens, par exemple. C'est vrai aussi chez les militaires, la plupart des syndromes de stress post-traumatique ne viennent pas du fait que les gens ont eu peur de se faire tuer, mais du fait qu'ils ont eu à tuer ou en tout cas à essayer de tuer quelqu'un d'autre. En fait, pratiquement personne n'aime ça. Vous insistez, docteur Zetoun, sur le rôle essentiel des expériences négatives. Ça, c'est l'autre cause après la culture. Les expériences négatives de la vie, donc surtout dans l'enfance, mais aussi les expériences négatives de l'adulte, sont une cause absolument massive de comportements à risque dont la violence fait partie. Pour autant, ce qu'il faut ajouter probablement immédiatement, c'est que ça reste une cause qui est minoritaire dans le sens où la plupart des gens qui ont été traumatisés dans l'enfance ne seront jamais violents. Mais leur probabilité d'être violents augmente beaucoup quand même. Les causes physiques, alors là on est tout à fait surpris parce que ce sont des causes principalement environnementales, c'est pas celles-là auxquelles on pensait en premier. Exactement, donc les pics de température c'est quelque chose qui a été très bien démontré, y compris... Et vous le dites même dans la littérature, il y a toujours un climat torride. Dans l'étranger par exemple, l'acte de meurtre dans l'étranger, qui par ailleurs manque de sens. Cette scène, on ne comprend pas trop pourquoi il se passe ça. En revanche, Camus nous dit bien à quel point il fait chaud et à quel point cette chaleur affecte le comportement du narrateur qui va être amené à tuer quelqu'un qu'il ne connaît même pas et sans raison très explicable. Donc c'est un exemple, c'est pas le seul, mais c'est un exemple. Dans Crime et Châtiment, alors que ça se passe en Russie, et on sait tous qu'en Russie, le plus souvent, il fait quand même plus froid que chaud, dans Crime et Châtiment, il fait chaud pendant tout le roman. Moi, je pense que Dostoïevski n'a pas fait ça par hasard. Vous dites ces causes physiques font surtout basculer les situations, elles n'apportent aucun sens à la violence. Oui, c'est des causes sans signification, donc qui, par exemple, typiquement échappent à la philosophie, comme on en a discuté tout à l'heure, mais qui sont juste des causes. Ça n'a pas la violence n'a pas toujours un sens. À situation égale, si vous rajoutez des causes physiques, là je viens de parler des pics de température, mais évidemment l'alcool c'est le champion mondial de ça, eh bien les situations vont devenir violentes ou pas. Et pourtant les situations sont les mêmes indépendamment de ce facteur physique qui précipite la situation. Le rôle, Dr Zetoun, des maladies mentales, vous dites qu'il y a un risque de violence intime contre les femmes qui est 2 à 8 fois supérieur, et une étude suédoise qui montre que le sujet dépressif, le risque de crimes violents multiplié par 3. Oui, exactement, et c'est très délicat parce qu'on a tous envie de ne pas stigmatiser les gens qui ont une maladie mentale. Peut-être d'ailleurs que la première chose qu'il faut dire, c'est que les gens qui ont une maladie mentale ont plus de risques d'être eux-mêmes des victimes de violences que des perpétrateurs. Deuxièmement, qu'effectivement, leur risque d'être perpétrateur augmente un peu, mais reste extrêmement minoritaire. Même quand le risque est multiplié par 2 ou 3, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur pour les maladies mentales,
ça veut dire que la majorité des gens, mais la très grande majorité des gens qui ont une maladie mentale ne seront jamais violents ou n'essaieront même jamais. Mais il faut reconnaître que leur risque augmente un peu, pour des raisons d'ailleurs qui sont soit liées à la maladie mentale, soit liées à la réception médiocre de la société de cette maladie mentale. Les gens qui ont une maladie mentale, surtout quand c'est une maladie mentale sévère, sont moins bien traités par la société. Du coup, ça les met en situation de difficulté et donc ils peuvent déraper. Comment on fait pour faire régresser la violence? Eh bien, comment on fait pour faire baisser une maladie? On traite les causes. Je pense que, évidemment, il faut traiter les conséquences, comme pour la maladie. Et donc ça, moi, c'est pas mon sujet, je suis pas compétent là-dessus. Mais d'un point de vue épidémiologique, il y a des causes qui semblent à notre portée. L'alcool et les traumatismes infantiles, par exemple. L'alcool ayant un effet à court terme, les traumatismes infantiles ayant un effet à moyen terme, c'est-à-dire à 10 ans. Mais ce sont des causes dont il faudrait s'occuper plus sérieusement si on voulait faire baisser la violence et l'impression de violence dans nos sociétés. Et ce n'est, je pense, pas énormément fait. Là, on est en janvier, c'est le Dry January. On sait que c'est un truc qui est pas méchant, hein, c'est un mois, que en plus c'est très intelligent puisque on ne dit pas c'est mal, on dit réfléchissez à votre rapport à l'alcool et vous verrez si vous pensez que vous avez un problème de dépendance ou pas. Moi, je trouve que c'est plutôt astucieux. Malgré ça, c'est une initiative qui n'a pratiquement jamais été soutenue par le ministère de la Santé en France. C'est un peu dommage. On n'a pas abordé le problème des armes à feu. Le problème aux États-Unis. Exactement, c'est un problème que, heureusement, on n'a pas trop en France, mais qui aux États-Unis est endémique et qui est probablement intraitable, puisque ça remonte au XVIIIe ou XIXe siècle. Mais la circulation, la disponibilité extrêmement facile des armes à feu, c'est un facteur absolument majeur. On sait très bien que, là encore, à situation égale, le fait d'avoir une arme ou de ne pas avoir d'arme modifie complètement les statistiques de la violence. Si vous avez une envie folle d'agresser quelqu'un pour une raison qui vous semble valable, si vous avez une arme sous la main, vous avez énormément plus de chances de le faire. Alors que si vous n'en avez pas, peut-être que votre envie va passer. Même aux États-Unis, ça a été démontré. Quand ils font des changements locaux de législation qui diminuent l'accès aux armes, rapidement après, le taux d'homicide baisse. Vous avez une jolie formule, docteur Zetoun. Vous dites que pour que la commune éclate, il a fallu une combinaison de causes éloignées pour la rendre possible, de causes proches pour la déclencher, de causes relationnelles pour la propager. Voilà, la commune, c'est un exemple passionnant qui a été étudié par Roger Gould, qui était un sociologue de Chicago qui avait parcouru les archives françaises et qui a montré effectivement que les réseaux relationnels avaient joué dans la propagation de la violence pendant la Commune, ce qui justement est un argument pour dire que nous ne sommes pas faits pour la violence, parce que s'il n'y a pas un renforcement social, si on n'est pas là pour se soutenir dans un mouvement de violence, on ne le fait pas. On va en reparler dans la deuxième partie de C'est bon pour la santé, le MAG. Merci Serge Rafal. Comme on a parlé de Georges Bernanos, moi il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Bernanos, méfiez-vous des ratés, car ils ne vous rateront pas. Elle est très belle. Alors tiens, on fait un petit quiz. Docteur Serge Rafal n'a pas le droit de jouer, mais c'est les auditeurs qui jouent. Voilà, et on donnera la réponse au retour à la deuxième. C'est le quiz d'une musique de film, un film qui parle de la violence. Voilà. Allez, Stanley Kubrick. La première personne qui a la réponse, voilà, on verra en deuxième mi-temps. On pourra peut-être offrir le livre de Jean-David Zetoun, Les causes de la violence. Stanley Kubrick. Trop facile. Oui. Trop facile. Bon, allez, on dit pas. On dira tout à l'heure. À tout de suite. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Deuxième partie de C'est bon pour la santé, le MAG. Le standard a littéralement explosé parce qu'il y a des gens qui nous ont dit mais on a reconnu la musique. Voilà. Bah oui, c'était Orange Mécanique, Stanley Kubrick. Le film préféré de Serge Rafal. Hein. Ah ouais, il a adoré Orange Mécanique. On est là avec Jean-David Zetoun pour parler des causes de la violence paru chez De Noël. On va continuer à se balader dans la discussion. Vous parliez en première partie de la typologie, du profil des agresseurs, des violenteurs. 15-30 ans. Est-ce que quand même la culture, l'endroit d'où ils viennent, le déterminisme social joue ou pas? Oui, alors il joue aujourd'hui. Il jouait pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ça traversait complètement la société, c'est-à-dire que
les élites sociales et économiques étaient au moins aussi, voire plus violentes que les gens qui n'appartenaient pas à cette élite. Aujourd'hui, les gens qui ont plus de capital économique et qui ont plus de capital social ont beaucoup moins de probabilité de se comporter violemment, et c'est lié donc à la fois à leur culture et aussi au fait qu'ils sont beaucoup moins exposés aux expériences traumatisantes de l'enfance. Comme la violence, les parents alcooliques, des parents dépressifs, le fait d'avoir été eux-mêmes maltraités, etc. Là, si on remonte encore un petit peu plus loin que le Moyen-Âge, avant il y a eu l'Antiquité et avant il y a eu la préhistoire, on sait que la violence a pu être amenée par le fait de cloisonner, d'amener l'agriculture, les cloisons, le cloisonnage, le voisinage, la création des villes. Est-ce que là on peut... Parce que vous dites effectivement dans cet ouvrage, Les causes de la violence, que en dépit de l'archéologie, l'archéologie montre qu'on n'a pas été violent tout le temps partout. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où la violence peut naître un petit peu avec la naissance des villes, la naissance de l'agriculture ? Complètement. On pense que la violence a augmenté au néolithique, justement parce que la structure des sociétés s'est transformée. On est en moins 10 000, moins 12 000. Là. Voilà, c'est ça. Ça commence il y a à peu près 10 000 ans ou un peu plus. Et donc, à ce moment-là, la structure des sociétés évolue énormément, avec des sociétés déjà qui sont plus grosses. Naissance du troc. Avec des inégalités, avec progressivement l'émergence d'un pouvoir sans État, puis d'un pouvoir avec État, avec de façon très importante une démographie qui évolue. Vous savez qu'au moment avant le néolithique, il y a quelques millions d'habitants sur Terre. À la fin du néolithique, c'est plutôt en dizaines de millions. Et ces millions qui augmentent, c'est des hommes jeunes. Donc ça rejoint la constante biologique qui est la seule que j'ai pu reconnaître. Donc oui, le néolithique, parce que ça change complètement l'architecture des sociétés, architecture qui est encore à peu près la même aujourd'hui, si on regarde à gros traits, a provoqué une hausse de la violence parce qu'il a fait augmenter les causes qui sont les causes dont je parle dans le modèle. Et on va continuer de se balader dans l'histoire avec Vladimir dans quelques instants, Vladimir Mitz, qui nous parlera de l'Antiquité et des amputations de nez. Parce que ça, c'est l'Antiquité, donc c'est les gladiateurs, c'est une société violente. Vous avez parlé du Moyen-Âge. Est-ce que depuis la naissance de l'électricité, il y a quand même un infléchissement de la baisse de la violence avec les rues éclairées Ce sont des petits moyens, mais effectivement, ça marche. Je ne suis pas sûr que ce soit l'électricité en général, mais on sait qu'au 19e siècle, la violence a continué à baisser. Et parmi les moyens qu'on a pour faire baisser la violence, il y a effectivement une espèce de nudging environnemental, comme le fait de mettre des caméras ou d'éclairer les rues. C'est pas ce qui est le plus puissant. Mais il y a des limites, puisque vous expliquez que ça ne change rien, la violence intime. Voilà, la violence qui se passe à la maison, elle est complètement indépendante du fait d'éclairer les rues ou de mettre des caméras dans les rues. Et puis, la violence préméditée aussi, elle est... Parce que à peu près au moins 2/3 ou 3/4 de la violence est spontanée. Et puis, il y a quand même un petit quart de violence qui est préméditée. Et ça, c'est pas ces causes-là qui peuvent agir dessus. On vous avait reçu à plusieurs reprises, je le disais en lançant l'émission tout à l'heure. Tout ça, c'est des corollaires à la violence. Là, je vais vous poser une question sur l'espérance de vie. Il y a, par exemple, au Moyen-Âge, les 3 grandes causes de mortalité sont la dénutrition, les microbes, la violence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles l'espérance de vie commence à augmenter après 1750 ? Qu'est-ce qui se passe après 1750 ? Eh bien, ce qui se passe, c'est le rapport avec l'environnement, et l'environnement devient plus généreux en alimentation et moins dommageable, moins toxique, si vous préférez. On pense qu'il y a 4 grandes causes qui ont présidé à la progression de l'espérance de vie à partir du milieu du XVIIIe siècle en Occident, qui sont l'assainissement, le fait de l'eau potable, le fait de procéder aux premières immunisations artificielles, c'est-à-dire les premières variolisations et les premières vaccinations contre la variole, et puis l'amélioration de l'alimentation, puisque c'est un moment où l'agriculture commence à se mécaniser. Et donc, c'est la santé publique et l'environnement qui, en gros, entre 1750 et 1950, ont permis de doubler l'espérance de vie en Occident, ce qui est quelque chose qui n'avait jamais existé avant et qui n'existera plus jamais. Et la baisse de la mortalité infantile. Et donc ça se fait essentiellement par baisse de la mortalité infantile. Tous ces effets ont lieu principalement sur un segment de population qui est très jeune, qui en plus, au passage, est très efficace mathématiquement, puisque l'espérance de vie, c'est une moyenne, et la moyenne est très sensible aux extrêmes. Alors ça, c'est ce que vous écriviez dans La Grande Extension. Vous écriviez qu'il fallait viser l'extension de la santé plutôt que celle de l'espérance de vie. Oui, l'espérance de vie, c'est un bon indicateur, mais ça ne dit pas tout. C'est un peu comme le PIB et l'économie. Si vous avez un PIB d'un pays qui augmente de 1,5 au lieu de 1, est-ce que ça nous parle vraiment comme amélioration ? Pas trop.
et ben l'espérance de vie, c'est un peu la même chose. Ça vous dit combien de temps vivent les gens, mais ça ne vous dit pas ce que contient leur vie. Toujours dans la grande extension, le non-recours à la violence n'est pas la seule explication de l'espérance de vie plus longue des femmes. Il y a aussi d'autres explications. Oui, complètement. Alors les femmes, en fait, ont vécu aussi longtemps ou moins longtemps que les hommes jusqu'au 19e siècle inclus, notamment parce qu'elles étaient obligées de faire beaucoup d'enfants. Et quand les femmes font beaucoup de grossesses, leur santé en moyenne est moins bonne. À partir du moment où la mortalité infantile a baissé, elles n'ont plus été obligées de faire 5 enfants pour qu'il y en ait 2 qui soient survivants à la fin. Et donc, elles ont pu améliorer leur santé. Au XXe siècle, dans à peu près 100% des pays du monde, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est encore valable au XXIe siècle, pour plein de raisons. Elles fument moins, elles se droguent moins, elles boivent moins, elles mangent mieux, elles sont moins violentes, elles conduisent mieux. Et donc, tout ça, elles se suicident moins aussi. Elles tentent plus de se suicider, mais elles réussissent moins, donc elles se suicident moins à la fin. Et donc, tout ça, c'est une combinaison de causes qui fait que les femmes vivent en France, en moyenne, 6 ans de plus que les hommes. C'est extrêmement malheureux. On a perdu notre championne japonaise qui avait récemment. 116 ans ce week-end. Voilà, exactement. Une brésilienne, je crois, qui est doyenne japonaise. Une brésilienne qui est doyenne à présent de l'humanité depuis cette semaine. Oui, parce qu'on vivait 20 à 30 ans, vous expliquez dans la grande extension. 20 à 30 ans. L'espérance de vie, c'était 20 à 30 ans, mais ça ne disait pas grand-chose justement parce que les moyennes cachent des disparités. En fait, la plupart des gens, quand ils arrivaient à dépasser l'âge de 15 ans, pouvaient s'attendre à vivre jusqu'à quelque chose comme 55-60 ans. Ce qui est médiocre par rapport à nos standards actuels, mais ce qui est mieux que 25-30 ans. Mais donc le 25-30 ans est complètement pollué dans son interprétation par le fait que d'un côté, il y a une mortalité infantile très élevée, entre un enfant sur 5 et un enfant sur 2 qui mourrait avant l'âge de 10 ans. Et de l'autre côté, il y avait une espérance de vie après l'âge de 15 ans qui était plutôt aux alentours de 55 ans. Et une violence qui a été attribuée aussi à l'homme dans le suicide de l'espèce. Vous expliquez que la société produisait sans intention avérée de plus en plus de maladies. Aujourd'hui, eh bien, on assiste au remplacement des maladies microbiennes de l'époque par les maladies dégénératives. Oui, alors nous, on parle plutôt de maladies chroniques en médecine avec 2 raisons. Une première raison qui est simplement une transition démographique. Quand le monde vieillit, il développe des maladies d'adultes, c'est-à-dire des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou les cancers. Malheureusement, se rajoute sur cette évolution démographique naturelle une évolution anthropique ou alors provoquée par les activités humaines qui sont la production de risques. Au XXe siècle, on avait 2 risques typiques qui sont les 2 méchants du XXe siècle qui sont le tabac et l'alcool. Au XXIe siècle, on a 2 risques beaucoup plus importants qui sont la pollution et l'alimentation. Et toujours le tabac et l'alcool. Et le tabac et l'alcool ont un peu baissé, mais peu. Donc tout ça fait trop de risques et fait qu'on a une augmentation de certaines maladies dans le monde qui dépasse largement l'évolution démographique, le diabète, le cancer du pancréas par exemple. Est-ce qu'on sait à quelle place est la violence dans ce palmarès des taux de mortalité aujourd'hui dans le monde, c'est 0,6 à 0,7% de la mortalité annuelle, puisque c'est très peu. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Même, alors que la plupart des pays sont plus violents que la France, le monde reste quand même minoritairement violent par rapport à ce qu'il est malade. Vous l'expliquez, même les chiffres que vous donnez sur le terrorisme, qui est quelque chose qui fait très 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 peur. Les chiffres sont très très bas en fait. C'est son objectif. Le terrorisme, son but, c'est de faire peur à tout le monde mais de tuer personne. Et donc, combien il y a eu de morts du terrorisme l'année dernière en France moins de 10, quoi. Alors que tout le monde en a peur, ici y compris. Et nous célébrons ce soir, en ce moment même, les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo, au moment même où cette émission passe, mardi 7 janvier. Et on dit bonjour aux personnes qui nous écoutent également le dimanche. La chronique du docteur Vladimir Mitz, on va continuer de se balader dans l'histoire. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Meilleurs vœux, Vladimir, 2025. Bonjour. Tous mes vœux, toutes les félicitations. Alors, le théâtre des guerres, on parlait de l'Antiquité, là, tout à l'heure. Le théâtre des guerres, des batailles, est un endroit dans lequel les chirurgiens ont pu mettre en place peut-être des techniques de secours, des techniques de réparation. Et c'est ce dont vous nous parlez, notamment à la terrible époque de l'Antiquité. Pour punir les fâcheux, on leur coupait le nez. Eh oui, Nicolas, vous avez tout à fait bien résumé. Et pour parler de violence, la chirurgie réparatrice, elle est née des violences, des guerres. Et il y a
un endroit très particulier de notre corps qui a souffert de cette violence, si on n'en mourait pas, c'était l'amputation du nez qu'on faisait à des femmes infidèles ou qu'on faisait à des vaincus qu'on ne voulait pas décapiter. Alors on leur coupait le plus qu'on pouvait, les mains, le nez, parce que le nez, symboliquement, c'était l'image même de la nature humaine. Ça défigurait et c'était très compliqué de survivre après. On n'en mourait pas, mais on ne pouvait pas vivre agréablement. Alors, la réparation du nez, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un organe très difficile à réparer, tout c'est de la peau, des cartilages, il est en avant du visage. Comment recréer cette montagne presque impossible? Figurez-vous que déjà, en 600 avant Jésus-Christ, il y avait des hindous qui arrivaient à refabriquer un nez en prenant des tissus de la joue. Il y a un livre très ancien, publié par un auteur qui s'appelle Sushruta, qui a décrit sa technique de réparation du nez. Et c'était des nez qui étaient amputés par la guerre, pas par la violence, pas forcément par un État, mais par des ennemis. Et puis pendant très longtemps, donc, on a perdu un peu la trace de ces réparations, alors qu'on continuait de couper des nez. C'était la période des nez de cuir, des nez d'argent, rarement des nez d'or. Et très curieusement, ce sont des barbiers chirurgiens italiens, notamment siciliens, qui ont mis au point une technique de réparation du nez. C'était la famille Branca. Le père a imaginé de refaire le nez en prenant des morceaux sur la joue. Quelle époque? C'était dans les années 1700. Et c'était quelque chose de très très complexe parce que ça déformait la joue. Son fils a été plus astucieux. Il a dit, je vais prendre la peau intérieure du bras. Et donc, s'il était nécessaire de placer le bras au-dessus de la tête, et un morceau du bras venait refaire le nez, qu'on coupait dans un deuxième temps pour ensuite remodeler le nez. Et cette famille a eu un très grand succès parce qu'il y avait beaucoup de duels à ce moment-là. Et donc, tous ceux qui avaient été victimes d'une amputation du nez au cours d'un duel venaient voir cette famille en Sicile. Cette famille s'est éteinte, mais la réputation de l'opération a subsisté et jusque en Calabre, où une autre famille, la famille Vianeo, a repris le business. C'est-à-dire qu'ils se sont remis à refaire le nez de la même façon, d'une façon compliquée donc, mais il y avait parfois 5 à 6 opérations par jour. C'est vous dire que c'était extrêmement fréquent, cette violence punitive qui était exercée soit entre les personnes eux-mêmes, soit au moment des guerres. Et un petit peu plus tard, Tagliacozzi, qui est un chirurgien italien très brillant et jeune, mais lui qui était déjà chirurgien, parce qu'il n'était plus barbier, a décrit cette méthode, et c'est une méthode qui, pendant des années, des dizaines d'années, a permis de reconstituer des nez, toujours en mettant la peau de l'intérieur du bras sur le nez, avec cette position invraisemblable qu'il fallait garder pendant 3 semaines ou 1 mois avant de pouvoir ensuite remodeler le nez, mais ça donnait des nez pas mal. Et quand Tagliacozzi est mort, la papauté a considéré qu'il faisait des choses indignes, magiques, et donc il a fallu rapidement déménager sa tombe pour pas qu'elle ne soit pillée, retournée. Enfin, c'est toute une histoire. La chirurgie réparatrice a été très très mal vécue, très mal vue. Et à partir de ce livre de Tagliacozzi, parce qu'il a publié un livre, c'est vraiment la fondation de la chirurgie réparatrice. Et après, à peu près une centaine d'années plus tard, des explorateurs anglais qui étaient partis aux Indes ont remarqué que là-bas, on refaisait les nez autrement. C'était une technique qui était très différente, qui s'est appelée la méthode indienne. On utilisait la peau du front qui était retournée pour refaire le nez, parce que la peau est identique, parce que ça donne un nez qui est très joli. Et cette méthode indienne a été faite pour la première fois par un chirurgien anglais qui s'appelle Carpou, et ensuite elle a été faite en Europe, et c'est devenu la méthode numéro 1 pour refaire un nez. Et quand j'ai été aux États-Unis dans les années 70, mon maître, qui s'appelait Ralph Millard, était devenu un champion de la reconstruction du nez par ce lambeau. Ses élèves l'ont encore magnifié. Et pratiquement, on arrive à refaire un nez complètement à partir du front, avec une mince petite cicatrice qui est à peine visible au milieu du front. Et on refait l'os et on fait les cartilages. Et encore plus récemment, un chirurgien français, qui s'appelle Baudet, a eu l'idée de préfabriquer un nez sur l'avant-bras. Donc là, c'est plus l'avant-bras qu'on transportait sur le corps, c'est on fabriquait le nez avec du cartilage sous la peau de l'avant-bras, de l'os, et ensuite, par microchirurgie, on prélevait ce nez qu'on allait refixer au milieu de la figure. La boucle était bouclée, et donc vous voyez que la reconstruction du nez est vraiment synonyme un peu de toutes ces violences que les gens se sont infligées les uns aux autres, que ce soit l'État ou que ce soit les duellistes ou que ce soit les guerres. On n'en mourait pas, mais on en vivait très mal si on n'avait pas de nez.
Est-ce qu'on sait, pour les gueules cassées de 1914-18, là, ça vient de cette méthode indienne est-ce qu'on sait? Alors, cette méthode indienne a commencé à être utilisée par un chirurgien qui s'appelait Morestin, Hippolyte Morestin, qui était d'origine antillaise et qui a été le premier à introduire des techniques très sophistiquées, dont celle-ci qu'il avait reprise sur ces techniques publiées en Angleterre et qui étaient inconnues en France pour refaire les nez. Belle histoire. Comment est-ce qu'on dit est-ce que vous voulez ajouter un mot, docteur Non, Zetoun? nous, on connaît pas très bien ça en France parce que justement, on a la chance d'avoir un pays qui est pas trop violent. Mais aux États-Unis, par exemple, où il y a 7 fois plus d'homicides rapportés à la population et 3 fois plus de tentatives d'homicide par rapport aux homicides eux-mêmes. Donc, la quantité de chirurgiens aux États-Unis qui sont formés à ce genre de technique, je pense qu'elle est très supérieure à ce qu'on a en France. Parce que eux, tous les jours, aux urgences, il y a un type qui s'est pris une balle, etc. Ce qu'on a rarement en France, heureusement. Vous expliquez, docteur Zetoun, qu'il n'y a pas vraiment de relation statistique entre les homicides et la densité de population. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y a un préjugé qui veut que plus on est nombreux, plus on a, pour le dire grossièrement, une susceptibilité à se taper les uns sur les autres. C'est pas vrai. Les Pays-Bas, c'est le pays le plus dense au monde quasiment et c'est très peu violent. Les États-Unis, c'est un pays très peu dense. C'est un très grand pays. Il y a une population plus importante qu'en France, mais c'est immense. Et pourtant, c'est un pays qui est extrêmement violent. Donc, franchement, cette vue-là est complètement erronée. Oui, on dit que chez les rats, c'est la compétition alimentaire qui Oui, les c'est pousserait ça. à Effectivement, quand on met s'entretuer. des animaux dans une boîte à chaussures, ça se finit mal. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une compétition pour l'alimentation qui ne sont pas des conditions sociales extrapolables aujourd'hui à ce qui nous habite. Et vous dites que la colère n'est pas un facteur déterminant dans la violence. Non, c'est pas démontré, franchement. C'est plutôt la tension et la peur qui sont les émotions majoritaires quand on se retrouve dans une situation à risque de déraper en conflit et en violence. Et au contraire, c'est plutôt des émotions qui vont nous freiner de la faire. On en a parlé, vous en avez parlé avec Serge Rafal dans la première partie, une violence qui n'est pas déterminée, qui n'est pas innée. Il y a l'exemple des études qui ont été réalisées sur des jumeaux violents et qui montrent que ça n'est pas dû à leur ADN identique. Les études sur jumeaux montrent qu'effectivement, les vrais jumeaux ont plus de probabilité que les faux jumeaux de se comporter de la même façon en général et donc violemment en particulier. Mais pas pour les raisons qu'on imagine. Mais pas parce qu'ils ont le même ADN, mais parce que leur environnement est plus similaire que les faux jumeaux. Même les parents qui ont des vrais jumeaux ne s'occupent pas de leurs jumeaux de la même façon que les parents qui ont des faux jumeaux. Et donc, c'est parce qu'ils évoluent dans un milieu qui est plus similaire, donc ils sont exposés aux mêmes causes, qui sont les causes dont on a parlé tout à l'heure, qu'ils ont plus de probabilité d'être les deux dans des comportements alignés et non pas parce que leur ADN est le même. De toute façon, l'ADN ne détermine pas nos comportements. J'ai envie de vous poser une question sur la peine de mort, la violence ultime qui est faite par un État qui veut punir. Est-ce que la pratique de la peine de mort ou son abstention a une influence sur le nombre... Encore 51 pays, Vladimir, dans le monde qui la pratiquent. Voilà, et qui sont des pays vous dites très que- violents. vous Donc dites- ça marche pas. Vous dites que non, je crois. Non, votre dans ouvrage. l'ensemble, bien sûr que non. Les États-Unis, c'est le meilleur exemple qu'on peut trouver. Que c'est un pays très violent et pourtant la peine de mort a encore court. Même Elle n'est si- pas dissuasive. Non, parce que la plupart des violences sont spontanées. Donc quand vous êtes dans une violence spontanée, vous n'avez pas une délibération élaborée sur le fait de savoir si peut-être que finalement je ne devrais pas le faire parce que je vais finir sous la guillotine ou sur la chaise électrique. Personne ne raisonne comme ça. Et on conseille le très beau film, Le Déluge. Allez le voir, c'est un chouette film avec Guillaume Canet en Louis XVI, Mélanie Laurent en Marie-Antoinette. Ce sont les derniers jours au cachot de la Tour du Temple avant la rencontre avec l'invention du docteur Guillotin. C'est vraiment un film très sensible et qui raconte bien l'atermoiement terminal, final, par rapport à cette violence qui se retourne contre ce roi qui l'avait peut-être aussi un peu mérité, mais une violence, un soulèvement du peuple qui est extrêmement bien raconté. Le déluge au cinéma. Un mot sur le stress post-traumatique qui rend également compte, dites-vous, de notre incompétence. Je répète ce que vous avez dit en première partie de C'est bon pour la santé, une incompétence à la violence. Oui, le stress post-traumatique, c'est quelque chose maintenant qui est bien connu, qui est bien décrit et qui prend pas mal de place dans la littérature médicale. Mais encore une fois, c'est pas lié au fait que, ou pas seulement lié au fait que quelqu'un a été menacé par la violence ou par la mort, mais du fait d'avoir dû la pratiquer ou de s'être mis en situation de la pratiquer. Et donc,
tous les militaires vous racontent ça, que les soldats qui reviennent avec un stress post-traumatique, ce qui évidemment est très fréquent en cas de guerre, c'est parce que les militaires ne supportent pas d'avoir regardé quelqu'un quasiment en face et de lui avoir tiré dessus. On trouve tous ça traumatisant pratiquement. Vous en parliez dans votre dernier ouvrage, le suicide, un mot là-dessus également. Vous expliquiez dans le suicide de l'espèce qu'il y a des disparités régionales, mais qu'il se produit un décès toutes les 40 secondes dans le monde. 700 à 800 000 suicides. Oui, et ce que j'ai découvert sur ce 3e livre, c'est que la plupart des causes de violence sont des causes diffuses, c'est-à-dire qu'elles causent à la fois les homicides, mais aussi les suicides. Donc les causes dont on a parlé tout à l'heure, la culture, les expériences négatives de la vie et notamment les traumatismes infantiles, l'alcool, les pics de température augmentent à la fois le risque d'homicide et le risque de suicide. Ce qui fait que, pour reprendre ce qu'on disait avant, si on s'en prenait à ces causes, on n'aurait pas seulement plausiblement des bénéfices sur les homicides, mais aussi sur d'autres causes de décès violents qui sont donc les suicides et les accidents. Et sur les suicides, pour un suicide qui est réussi, il y en a 20 qui ne marchent pas, si on peut dire. Donc ça fait 16 millions de tentatives. Oui, c'est ça, et 20 ou 30 fois plus d'idées suicidaires. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de la médiatisation, le sentiment de violence, etc. Donc il y a 1000 homicides par an en France, il y a 10 000 suicides. Est-ce qu'on parle 10 fois plus des suicides que des homicides ? Pas du tout. Et il y a 200 000 tentatives de suicide, c'est-à-dire 200 000 personnes qui arrivent à un niveau de malheur qui les pousse à faire une tentative réelle ou pas, on ne sait jamais vraiment, mais c'est quand même un témoignage de malheur. Et c'est ce que vous disiez aussi, il y a une primauté, un rapport, c'est souvent les hommes qui se dirigent vers cette action un peu violente du suicide. Les femmes tentent plus, mais elles réussissent moins. Parce qu'elles utilisent des moyens moins violents. Pas les mêmes moyens. Ouais, c'est ça. Moyens moins violents. Exactement. Quand les hommes tentent, en moyenne, ils utilisent des moyens plus violents et donc plus efficaces. Est-ce qu'il y a, on arrive à la presque conclusion de cet entretien passionnant, les causes de la violence, Jean-David Zetoun, est-ce qu'il y a des passages à l'acte de violence à des âges qui dépassent un peu les 15-30 ans? Est-ce qu'il y a des gens qui se révèlent des êtres violents? Comme toute réalité statistique, elle est potentiellement dispersée, donc il y a un pic entre 15 et 30 ans, alors que pour le suicide, par exemple, le risque de suicide augmente après l'âge de 60 ans. Donc l'homicide baisse après 30 ans, alors que le suicide augmente avec l'âge. On a l'image des jeunes qui font des tentatives de suicide, mais en fait, ça représente une minorité des suicidés effectifs. La plupart des suicidés effectifs, c'est-à-dire des gens qui meurent de leur tentative, sont des personnes âgées. Donc oui, tout existe sur le spectre, mais quand je parle de profil typique, c'est pour essayer de donner une image un peu simplifiée, mais significative quand même, de l'histoire la plus typique. Et pour recouper nos deux conversations de tout à l'heure, sur les jours les plus chauds et puis maintenant sur le suicide, lors des 1% de jours les plus chauds, le risque de suicide augmente de plus de 50%. Voilà, c'est ça, ça a été démontré par une équipe française. Enfin, ça c'est pour la France, mais c'est probablement valable dans plein de pays. C'est une équipe française qui a été supervisée par Rémi Slama, qui est un épidémiologiste qui travaille à Grenoble, qui a pris des statistiques sur pratiquement 50 ans pour montrer ça. Et le jour où on se suicide le plus, vous savez c'est quand ? C'est le lundi. Et c'est pas le 3 janvier, non ? Alors non, le jour de la semaine. Ah, le jour de la semaine, le lundi. Le week-end, on se suicide pas beaucoup. Le jour le plus mortel de l'année, c'est le 3 janvier. Mais bon, là, on est le 7 et on est rediffusé le 11. Donc ça va, on a échappé au 3 janvier. En tout cas, la violence n'est pas une fatalité. On l'a bien compris, Jean-David Zetoun. Tout au long de cette petite heure passée avec vous, la plupart d'entre nous mèneront une vie sans agression, ni comme acteur, ni comme victime. Et en plus, nous ne l'aimons pas, cette violence. Voilà, plus de 99% de nos moments sont passés dans la non-violence. Voilà, nous sommes des Gandhi. Les rois de l'incompétence. Les rois de l'incompétence en termes de violence. Apparemment, on l'apprend dans votre livre. Voilà, nous sommes des Mahatmas. Je remercie le Mahatma Vladimir Mitz. Voilà, namasté, Mahatma Gandhi, Vladimir Mitz. Merci Serge Rafal. C'était peut-être le réalisateur le plus doux aujourd'hui à la régie, Alan Lucas. Il a jamais, même sur une petite mouche, il a rien fait, une petite mouche. Merci Jean-David Zetoun. On se rue, sans violence, sur les causes de la violence, paru chez De Noël. Merci d'être venu. Merci à vous. À la semaine prochaine.